Un week-end de Pâques qui commence donc également avec Sud Radio. Au volant dont parle Auto, nous avons bien évidemment aussi notre ami Jean-Luc. Comment ça va, Jean-Luc Moreau? Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous vous les avez auditeurs. été très nombreux à prendre la route, puisque c'est un peu toléré pour emmener les enfants, puisque ça y est, toute la France est confinée, version 3. Vous avez été très nombreux hier à prendre la route, donc si vous faites la même chose ce matin, soyez prudents. Oui, ça va mal rouler d'ailleurs. Et puis il fait froid. Gla-gla. Allez, au programme de notre rendez-vous, eh bien, nous allons évoquer avec vous comment on pourrait dire ça? Comment on peut changer la motorisation de son véhicule pour 1 euro seulement? Exactement, puisque si vous avez la chance d'habiter dans l'Est, eh bien vous pourrez pour 1 euro, alors dans la limite de... En fait, c'est 900 € d'aide. Donc vous pourrez obtenir un boîtier, la plupart des boîtiers coûtent moins cher, vous pourrez obtenir un boîtier pour 1 euro, un boîtier éthanol pour 1 euro. Donc rouler avec un carburant plus écologique et moins cher pour 1 euro, ça va être possible. On en parlera tout à l'heure. Il y a d'autres régions d'ailleurs qui donnent des aides également, on fera un petit tour d'horizon de tout ça. Et puis un autre sujet qui me plaît beaucoup, c'est qu'on va enfin comprendre pourquoi les femmes aiment les hommes qui ont des gros cylindrés. Je parle des voitures qui ont des gros moteurs. Eh ben regarde, on va garder le suspense, tiens. Voilà, on ne dit rien de plus. Pourquoi nous les femmes, on est toujours sensibles à ces messieurs qui ont des gros moteurs? On en parle dans le courant de notre émission. Et puis, il y a une question pneu assez originale en raison de ce confinement. Oui, qu'est-ce que ça change de faire 10 km, des trajets de 10 km pour les pneumatiques? Est-ce que ça les use plus que de faire des grands trajets autoroutiers? Est-ce que ça les use plus que de faire des trajets autoroutiers? Eh ben voilà, on parlera de tout ça. Et puis vous, évidemment, vous le savez, au 0826 300 300. Alors vous pouvez nous rejoindre dès maintenant pour poser toutes vos questions pratiques. Questions auto, bien évidemment, à Jean-Luc Moreau. Nous aurons l'essai voiture à 11h30. Une voiture chinoise. Ça va plus d'ici quelques minutes. Et puis vous aurez bien évidemment, si vous avez besoin d'un coup de main pour choisir votre futur véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion, vous nous appelez aussi au 0826 300 300. Bonjour à tous ceux qui sont déjà sur la page Facebook de Sud Radio avec nous. Vous êtes déjà fort nombreux. On vous embrasse, on vous souhaite un super week-end. Allez, ça roule avec vous et pour vous. Et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, 11h midi, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et la question pratique va nous permettre d'accueillir pour débuter cette émission Michael qui nous rejoint. Bonjour Michael. Bonjour. Bonjour Michael. Vous appelez d'où? Bonjour. J'appelle d'Isère à Septem exactement. Très bien. D'accord. Alors vous avez eu des soucis avec Rizzocar. Alors attends, on va expliquer déjà exactement. Ouais. Michael, expliquez-nous la situation pour tout le monde. Si je dois faire un petit résumé, voilà, j'ai fait l'acquisition le 11 janvier d'un véhicule d'occasion via Rizzocar. Alors expliquez-nous ce que c'est que Rizzocar, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Exactement. Oui, en fin de compte, c'est un peu comme un mandataire. Il vous met en relation directe avec un garage français ou voire étranger. Vous leur versez l'argent, c'est eux qui cherchent le véhicule. D'accord. Et il se charge également d'expertiser la voiture, c'est-à-dire que vous avez une sorte de garantie, entre guillemets, d'avoir un véhicule qui correspond à votre souhait du départ. En payant un supplément. Mais vous n'aviez pas choisi Rizzocar comme ça par hasard? Voilà, exactement. Dites-nous tout, Michael, on vous écoute. J'ai choisi Rizzocar parce qu'ils avaient signé un partenariat avec la MAF, qui je suis depuis 23 ans, donc je me suis dit, je suis rassuré, quoi, tranquille. D'accord. Et vous vouliez quoi comme voiture? C'est une Sirocco 140 chevaux diesel. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est pas très courant. Elle vient d'où la voiture? Eh ben, je sais qu'elle vient d'Allemagne. D'accord. Mais quel a été le problème? Le problème, c'est que je suis allé chercher le 25 février de cette année. De Lyon à Paris, j'ai pris le train. Je suis allé chercher le 25. Et au retour, j'ai fait 150 km. Je suis tombé en panne une première fois. J'ai téléphoné à la personne qui m'avait livré le véhicule. Il m'a dit, écoutez, coupez le contact, redémarrer. C'est ce que j'ai fait. J'ai attendu une demi-heure, c'est reparti. Donc j'ai pu repartir. J'ai refait 150 km, c'est reparti de nouveau en panne. La même panne, des voyants qui s'allument de partout. Donc, c'était affolant, quoi. Et la voiture tremblait de partout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un cercueil ambulant, c'est pas possible. Donc vous avez joint de nouveau, j'imagine, Rizzocar pour leur dire... de nouveau Rizzocar pour leur dire que j'avais encore un souci. Donc je me suis retrouvé sur une aire d'autoroute de nouveau. Il me restait encore 300 km à faire avant de rentrer. Donc j'ai recoupé le contact, j'ai attendu un petit peu, j'ai redémarré, c'est reparti. Mais alors là, ça s'est mis à trembler de partout. Vous savez quoi, c'est une voiture qui, comme la pause s'impose toutes les 2 heures, c'est normal qu'elle s'arrête toutes les 2 heures. Et comme ça, vous vous détendez, c'est de la sécurité routière en fait. Je pense que c'est le délégué interministériel à la sécurité routière qui est derrière tout ça.
Non, Le couvre-feu n'aidant pas tout, j'étais hors délai, quoi. Forcément, j'étais un peu en panique. C'était Bon, quand, alors- Michael, ça? C'était quand? C'était le 25 février de cette année. Donc on D'accord. rappelle que Rizzocar est censé vous proposer une voiture dont Qui a il été connaît, vérifiée, vérifiée, contrôlée. qui a été expertisée, voilà. Voilà, donc vous achetez expertisé. en toute confiance et résultat, En toute vous vous confiance. faites avoir. Alors, qu'est-ce que vous avez En fait, gros, monsieur oui. Moreau, vous? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ouais, vous avez parce appelé qu'il Rizzocar. Moi j'ai appelé Rizzocar. Ah oui. J'ai appelé Laurent Potel, qui est le patron de Rizzocar. Je lui ai demandé s'il voulait s'exprimer ce matin. A priori, il avait sans doute un empêchement, mais il m'a fait quand même une réponse par écrit. D'accord. Donc il m'a dit que il vous avait proposé, vous allez me dire si c'est vrai, Michael, il vous avait proposé un remboursement du véhicule quand vous leur avez annoncé que la voiture était en panne. Alors, c'est pas quand je leur ai annoncé. Je leur ai annoncé que j'étais en panne le 25 février. D'accord. Ils m'ont fait une première proposition le 23 mars de D'accord, 7 985 euros, parce qu'il faut savoir qu'il y avait aussi une reprise de véhicule à l'époque. D'accord. Oui, ils ont repris votre ancienne voiture Voilà. et vous avez Donc, payé moi, le complément pour récupérer la c'est Sirocco. ça. D'accord. Et eux, ils me remboursaient que ce que j'avais déboursé sans la reprise. Ah, Donc j'ai dit non, je suis pas d'accord. Écoutez, Ouais. il y a un problème là. Donc 2 jours après, je reçois un autre mail. Et là, effectivement, ils me reprennent l'intégralité, aussi bien de la reprise, de ce que j'ai dépensé pour acheter le véhicule, mais ils ne veulent pas reprendre, enfin, ils ne veulent pas me rembourser les frais annexes. C'est-à-dire D'accord. tout ce qui est TGV, frais d'essence, tout ce que j'avais acheté en fonction du véhicule, ils sont pas à l'écoute, quoi. D'accord. Alors vous avez demandé une expertise, c'est ça, du véhicule? C'est ça, parce que j'ai demandé une expertise, parce qu'apparemment, eux, ils n'étaient pas prêts pour le faire. L'expertise, je peux vous la lire si vous voulez, un petit résumé, mais ça va faire peur. Hein. Bah allez-y, Alors, allez-y. ils me mettent culasse martelée par le passage d'un corps étranger, piston marqué par le même passage d'un corps étranger, les injecteurs sont entourés de graisse neuve autour du corps, l'injecteur numéro 1 a été monté avec 2 joints d'injecteur, les soupapes ne sont pas affectées par du martelage par le passage d'un corps étranger, alors que les portées de soupapes, elles, le sont. Et bon, après, moi, c'est du blabla pour Ouais, moi. ouais, Alors, ouais. Jean-Luc, vous, Votre ça- moteur, il a avalé quelque C'est ça. chose. Mais Voilà. comment on peut Voilà, c'est avaler ça. quelque chose, Jean-Luc? Bah, parce qu'il y a Qui eu martèle la Oui, culasse, quoi. non, mais Moi, ils me disent, notre analyse mène à la conclusion suivante, c'est que le véhicule a déjà subi une importante réparation C'est ça. moteur sans respect des règles de l'art. Exactement, C'est c'est- mis sur l'expert. c'est ce que j'allais vous dire. Il y a eu forcément un démontage et un mauvais remontage. Et Voilà. le moteur a avalé quelque chose, une rondelle ou enfin un truc. Et votre moteur aujourd'hui nécessite une réflexion complète. Donc qu'est-ce que Il vous est voulez mort. faire en D'après fait? le garagiste, il est mort, lui. Hein. D'accord. Allez, en 1 minute maintenant. Alors, en 1 minute, moi, ce que je veux, c'est qu'il me la répare, tout simplement. D'accord. Vous voulez la réparation, Moi- vous voulez pas le moi, remboursement je veux du véhicule? Moi, si je veux le remboursement du véhicule, il faut qu'il me rembourse les frais annexes. D'accord. C'est ou la réparation ou le D'accord. remboursement intégral avec les frais annexes. Bon, on va trouver une solution parce que je pense qu'il nous écoute en ce moment. Donc, à mon avis, Oui, parce que dès ça la fait pas semaine sérieux prochaine. sinon, là. Ouais, ouais. Le plus ennuyeux, c'est le silence, vous voyez, parce que j'ai envoyé 2 recommandés, je n'ai jamais eu de réponse. Ouais. C'est ça qui est encore plus... Ouais. Moi, je suis assez d'accord. Mais quand on peut, tout le monde peut se faire avoir, y compris les Zocars, ça se Non, trouve, mais- s'est fait avoir. Oui, mais bien sûr, bien voilà, sûr. bah, dans ces cas-là, on Bien sûr, discute, quoi. vous savez, un Et au un transparent. expert, parce qu'on va quand même être précis, un expert qui va voir un véhicule d'occasion comme ça, il va pas faire du démontage moteur. Ah bah non. Donc s'il y a eu un démontage et un mauvais remontage, au moment où le véhicule va être utilisé, il va y avoir de la casse. C'est ça. Et ça, l'expert, il peut pas le savoir avant. Non, mais dans ces ce cas-là, qui- de la ce qu'il devrait transparence, faire, quoi. ouais, complètement. Ce qu'ils auraient dû faire, effectivement, c'est dire, bon, ok, on vous reprend la voiture, on vous rembourse absolument tout. Alors, C'est ce qui va se passer, je pense. Du coup, Jean-Luc, on fait Parce quoi, que le nous, remplacement concrètement du moteur, eh ben, écoutez, Michael, là, qu'est-ce moi, qu'on je vais, fait je pour- vais- pour je lui vais, la semaine prochaine, je pense que j'aurai Laurent Potel de nouveau en ligne au téléphone et à mon avis, ça va se régler comme Super. ça, puisque votre moteur, remplacer le moteur, ça va coûter plus cher que la voiture, donc c'est Très pas la bien. peine. Le Bon. moteur remplacé coûterait 600 € de moins que le véhicule. Oui, Bon, mais en c'est tout ce cas- que je dis, ça vaut pas le coup. Ouais, c'est franchement. ça. Et vous peut-être mieux tout rembourser plus, et puis vous trouvez une autre Sirocco peut-être plus tard, autre part. Bon, Michael, en tout cas, voilà, vous savez qu'on est également là pour ce genre de On est là problématique. pour vous aider. C'est Voilà, ça. si vous avez des Mon soucis bon comme monsieur. ça, dites-vous qu'on a un levier que vous n'avez peut-être pas pour faire Et réagir. Pas que de justement. vitesse, Ouais, voilà, ouais. même si le temps passe vite. Merci beaucoup, Michael. On vous souhaite un bon Merci. week-end de Pâques. Merci, bon week-end à vous. Voilà, Jean-Luc a fait notre petit lapinou en chocolat pour vous être agréable. Le lapino au chocolat. Bah, c'est le- tiens, ouais, c'est week-end moi de le lapino au chocolat. C'est oui, oui. Bah oui, parce que vous êtes chouette, vous êtes agréable, vous allez dépanner Michael. Moi, j'adore. Allez, 0826 300 300. Vous aussi, vous avez une question soit très pratique.
pratique sur le moteur ou une autre problématique comme vient de vivre Michael, eh bien vous nous rejoignez tout de suite au 0826 300 300. On prendra votre message pour la suite des émissions à venir. À savoir que dans quelques instants, puisqu'on parle de suite, eh bien nous allons parler sécurité en général pour notre voiture. Qu'est-ce qui change lors du contrôle technique pour les voitures anciennes? 14 minutes exactement. Je me permets aussi de vous donner le rendez-vous à partir de midi avec l'émission Ça roule et l'ami Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes qui sera avec nous. Invité particulier aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, député de l'Essonne également, qui sera en notre compagnie pour évoquer ce sujet, car les concessions autoroutières sont de plus en plus données à des sociétés. Ça se multiplie pour des sociétés privées. Qu'en pensez-vous? On en parlera donc avec vous à partir de midi. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant aussi au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et on va parler, Jean-Luc, du contrôle technique des voitures anciennes. Et vous y connaissez, vous, en voiture ancienne. Il recommence à faire un peu beau. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Enfin, il faisait beau cette semaine. Est-ce que ça va durer? C'est pas certain. En tout cas, il fait froid aujourd'hui. Dès qu'il commence à faire beau, hop, on voit refleurir sur les routes des vieilles autos. C'est éminemment sympathique. C'est vrai que ça donne le sourire. Il y en a qui sont belles, hein. Ouais, puis les gens, ils sont avec le pouce levé en vous faisant voir que c'est super. Bon, alors, ces vieilles voitures, pour qu'elles reprennent la route, l'idéal, c'est quand même déjà de mettre un peu le nez dedans, parce que c'est des vieilles mécaniques. Il faut en prendre soin. Et puis, certaines, on a tendance à oublier qu'elles sont aussi soumises, pas toutes, au contrôle technique. Donc, pourquoi vous dites pas toutes? Eh ben justement, on va répondre avec technique de SGS, c'est Sécuritest et Autosécurité. Bonjour Geoffrey. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Bonjour. Alors quand on dit pas toutes soumises au contrôle technique, il y a des vieilles autos qui n'ont pas besoin de visite périodique? Effectivement, il y a une exception qui concerne les véhicules qui ont le statut de véhicules de collection, donc avec la mention collection sur la carte grise, et qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier 1960. Donc ces véhicules-là ne sont pas... Donc ça ne marche pas pour Laurence alors? Moi, je suis après 1960. Elle est obligée de faire le contrôle technique. Elle. Ah oui, parce que je suis née après. Vous avez raison, pardon. Voilà. Pardon. Bon, alors, donc, véhicule en carte grise de collection d'avant 1960, j'ai plus de contrôle technique, jamais, même quand je vends la voiture. Même en cas de vente, effectivement, le contrôle technique n'est pas obligatoire. On peut faire un contrôle technique dit volontaire si on souhaite avoir une idée de l'état du véhicule et présenter un rapport à l'acheteur potentiel. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation de présenter de contrôle technique dans le cadre de ces transactions. Bon, alors quand on passe une mamie qui a 50 ans au contrôle technique, est-ce que c'est le même contrôle technique que pour ma voiture moderne ? Est-ce qu'on lui fait subir les mêmes outrages? Ah bah non. Alors non, effectivement, le contrôle technique est adapté. Alors là, finalement, c'est pas forcément une question du statut collection ou non du véhicule sur le certificat d'immatriculation. Ce qui nous importe, c'est de savoir quelles sont les technologies de ce véhicule et de le contrôler correctement et respectueusement, j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'utilisation d'un banc de freinage qui nous permet de voir l'efficacité, le déséquilibre de freinage sur un véhicule moderne, n'est pas forcément adapté à certaines anciennes. Oui, c'est clair que quand on a un véhicule avec des freins à câble... Exactement. Voilà, on va mesurer des choses relativement aberrantes, on aura des déséquilibres extrêmement importants, et tout ça, on le prend en compte en contrôle technique. La réglementation prend en compte effectivement, en fonction des technologies et de l'ancienneté des véhicules, il y a certains critères qui sont modifiés, et donc on est forcément plus tolérant avec des véhicules très anciens. Bah, c'est la même chose au niveau de la pollution. On ne peut pas demander à une vieille auto de respecter les normes d'antipollution aujourd'hui. D'ailleurs, elles sont entrées en vigueur à partir de quand, ces normes antipollution ? Alors pour la pollution, effectivement, il y a tout simplement pour les véhicules essence d'avant le 1er octobre 1972, il n'y a pas de contrôle pollution. Voilà, il n'y a pas de contrôle pollution du tout. Pour ceux d'après, effectivement, ensuite, on a des tolérances aussi, c'est-à-dire que les normes étaient plus élevées dans les années 70 qu'aujourd'hui, vous vous en doutez. Ouais. Et puis, pour les véhicules diesel, là, c'est depuis le 1er janvier 1980 que les véhicules sont concernés par un contrôle pollution. Alors, j'ai une petite réaction, évidemment, vous êtes nombreux sur Facebook, on a Stéphane qui dit que c'est
sûr que pour une Ford T, le contrôle, c'est un peu dur aujourd'hui. C'est vrai que c'est dur. Et j'ai une autre question, Geoffrey. Alors moi, j'ai des voitures anglaises. Et les voitures anglaises, quand elles commencent à être anciennes, elles ont quelques petites fuites d'huile. Ah ouais. Et encore, je dis d'huile, mais des petites fuites. Hein. C'est des mamies avec de l'incontinence. Et ça, c'est impossible à régler. Est-ce qu'on sait aujourd'hui que la fuite, c'est une contre-visite au contrôle technique? Est-ce que les contrôleurs sont plus tolérants vis-à-vis des voitures anciennes, si elles font des gougouttes par terre? Alors oui, bien sûr que là aussi, encore une fois, on prend en compte la technologie de ces véhicules. À l'époque, les méthodes pour rendre étanches, on va dire, les véhicules par rapport aux fuites n'étaient pas du tout les mêmes. Et même, il y avait on va dire, certains sointements d'huile qui étaient plutôt... Qui étaient normaux, oui, parce qu'une anglaise ancienne qui fuit pas l'huile, c'est qu'il n'y a pas d'huile dedans, hein, c'est clair. Exactement. D'ailleurs, j'aime bien cette phrase, on dit avec les voitures anciennes anglaises, le challenge c'est d'empêcher l'huile de sortir et l'eau de rentrer, mais c'est un petit peu vrai quand même. Donc, en tout cas, oui, effectivement, on prend tout ça en compte. C'est vrai que la fuite d'huile était historiquement en contrôle technique un défaut dit mineur, c'est-à-dire qui n'engendrait pas forcément de contre-visite, et on avait à peu près 25% des véhicules contrôlés qui faisaient l'objet de cette défaillance. Ouais. Et aujourd'hui, c'est retour à la case départ. On est à moins de 2% des véhicules qui font l'objet du défaut, parce qu'on est là pour identifier vraiment les fuites importantes, c'est-à-dire vraiment la formation de gouttes visible lors du contrôle technique. Donc vraiment des choses importantes et inquiétantes sur un véhicule moderne. Et bien évidemment, pour les véhicules les plus anciens, on prend en compte leur ancienneté et leur technologie. Ceinture de sécurité, est-ce que je dois en avoir? À partir de quelle date sur ma vieille bagnole? Alors, sur les places avant, c'est depuis le 1er septembre 1967 que les ceintures de sécurité sont devenues obligatoires. D'accord, mais je peux en avoir. Moi, j'ai des véhicules plus anciens qui ont des ceintures. Alors, ce qu'il faut surtout faire, si on a déjà des ceintures de sécurité alors que c'était pas obligatoire, c'est d'avoir des ceintures en état. Parce que si on me dit que c'était pas obligatoire et qu'elles sont en mauvais état, là, par contre, on va être recalé. Exactement. L'idée, c'est que si l'équipement est présent sur le véhicule, si la ceinture est présente, il faut bien évidemment qu'elle soit fonctionnelle et en bon état. Sinon, on pourrait aussi finalement avoir l'impression qu'il y a une fausse protection en mettant une ceinture de sécurité en mauvais état. Ce serait contre-productif. Donc, effectivement, si la ceinture de sécurité équipe un véhicule d'avant 1967, elle doit être en bon état et correctement fonctionner. Alors en général, ce sont des ceintures assez sommaires, hein, des ceintures ventrales 2 points uniquement, mais en tout cas, elle doit être en bon état. D'accord. Laurence, vous avez une ceinture de sécurité et sur mon pantalon ventrale. Sur le pantalon, oui, mais pas. Non, ma voiture maintenant, elle est assez récente. Je parlais de vous. Ah ben non. Ah oui, au niveau date, oui. Une bouée, non. Pas encore. Non, c'est pas de ça que je parlais. C'était, on a dit c'est 1967, mais bon, vous n'êtes pas concerné, ça va. Pas encore. Mais ça va venir. Hein. Mais si, c'est après, donc il y a obligation de ceinture. Oui. Ah bah si, j'en ai une. Ah bah voilà. Sur mon pantalon. Bon allez. Merci Geoffrey. Merci beaucoup, en tout cas, Geoffrey. On reviendra prochainement sur le contrôle technique des véhicules en carte grise de collection parce qu'il est encore spécifique. C'est encore autre chose. Eh ben très bien. Geoffrey Michalak, qui est le directeur technique de Réseau Sécurité Est Autosécurité. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et alors, on prend le volant avec une marque aujourd'hui que je ne connaissais pas du tout. Mais c'est une nouvelle marque. A-Ways. Et moi, j'avais jamais entendu parler de cela. Ben, c'est normal parce qu'elle a été fondée en 2017, cette marque qui ne va fabriquer que des voitures électriques. Alors c'est une marque chinoise, mais elle a débauché beaucoup d'ingénieurs allemands, en particulier, alors ceux qui sont des grands fans d'automobile vont connaître son nom, il s'appelle Roland Gumpert, et Roland Gumpert, c'est le père des Audi Quattro chez Audi, du programme Audi Quattro. Donc c'est quelqu'un qui compte, c'est quelqu'un qui par la suite a fabriqué des supercars, les Gumpert Apollo, sans doute parmi les meilleures voitures qui n'ont jamais été construites. Donc ils se sont payés quand même quelques talents, et ça veut dire que cette voiture, même si elle n'est pas moins aboutie que les modèles européens pour l'instant,
on va dire qu'ils sont partis d'une feuille blanche et ils ont fait une bonne part du boulot en allant dans le bon sens. Alors pour la voir, c'était Waze U5. Oui. Voilà, pour la voir, on va quand même dire que vous avez fait aussi un essai. Je fais à chaque fois une petite vidéo qu'on va retrouver sur YouTube, sur Sud Radio. Exactement, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Alors vous verrez, c'est un SUV assez imposant, il fait 4,68 m de long. Encore un SUV, vous allez dire, bah ouais, mais bon. Vous aimez bien les SUV, vous? Non, c'est pas ça, c'est qu'en ce moment. Alors si, j'ai essayé quand même une berline avec un moteur qui n'est pas électrique bientôt. Ouais, ça sera l'essai la semaine prochaine. On va y arriver. C'est une Mazda et j'ai adoré d'ailleurs. Merci. Voilà. Alors donc ça c'est un SUV assez imposant, 4,68 m de long, 1,88 m de large, avec on va dire un style assez simple mais plutôt élégant. D'accord. Alors c'est pas réellement une familiale parce que le coffre finalement a une contenance de 442 litres qui pour le gabarit de la voiture est pas gigantesque. En revanche c'est une limousine parce que vous ouvrez les portes arrière et franchement à l'intérieur c'est un terrain de football quoi. Ah ouais. Ah ouais non mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une tellement limousine. C'est grand. Et c'est renforcé parce que sur la version que j'ai essayée il y a un grand toit panoramique en verre donc à l'intérieur on a l'impression d'être dans un aquarium. Et on va voir quand même que même si c'est une nouvelle marque chinoise au niveau du design extérieur c'est relativement proche de ce qu'on fait en Europe. Oui, c'est assez proche de ce qu'on fait en Europe. Et à l'intérieur, c'est pareil, c'est très high-tech dans la présentation. La qualité des matériaux est pas mauvaise du tout. Bon, on n'est pas au niveau de BMW ou Mercedes ou Audi, mais on est au niveau des bons généralistes européens. Et je pense que vous avez vu à la vitesse où progressent les Chinois. Moi, quelque part, je vous dis ça, je vous dis c'est pas mal, mais ça me fait peur. Oui, ça fait peur. Mais ça fait peur aussi à la filière européenne et la filière française, évidemment. Alors l'interface machine, c'est 2 dalles numériques face au conducteur, vous avez des compteurs paramétrables. Alors là, il y a un vrai défaut, c'est que, bon, c'est super, on peut paramétrer, mais ils ont si vous êtes Miro, vous verrez pas ce qui est affiché sur les trucs sur le côté parce que c'est écrit en tout petit. Donc je pense que ça ils vont le corriger. Non, c'est pas écrit en chinois, mais c'est écrit tellement petit que ceux qui voient un peu mal, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus âgés, auront du mal à voir ça. Alors vous avez un grand écran tactile normal au milieu et beaucoup de fonctionnalités. Alors il y a un truc très rigolo, c'est que la voiture vous surveille. C'est normal, c'est chinois, donc vous êtes sous surveillance. Il y a des caméras à l'intérieur qui sont dirigées vers le conducteur. Mais pourquoi faire ? Si vous décrochez votre téléphone et que vous avez le téléphone à l'oreille, la voiture va vous dire attention, ne téléphonez pas, vous devez être attentif à la route. Si vous regardez autre chose que la route, la voiture va vous rappeler à l'ordre en vous disant il faut regarder la route. Moi, je l'achète jamais, votre voiture. Et ça va même plus loin. Alors vous pouvez le désactiver quand même. Merci, et ça va même plus loin parce que si vous fumez trop, vous avez une alerte de tabagisme. Bon, il reste encore cette faille culturelle entre nous qui va peut-être sauver l'automobile française. Pour démarrer, par contre, alors là, il nous reste 1 minute, mon ami. Pardon. Je me dépêche. Les blondes vont avoir des problèmes parce qu'il n'y a pas de clé, pas de bouton pour démarrer. Arrêtez, vous. Faut juste appuyer sur la pédale de frein et là ça démarre. Alors ça démarre, c'est une voiture électrique. Je vais appuyer sur le micro, moi je vais vous couper le micro, vous allez voir. C'est une voiture électrique. Alors c'est une voiture électrique qui marche super bien. Ça m'aurait étonné. 210 chevaux, 310 Nm. Franchement ça pousse bien. Et pourquoi ? Parce que la voiture est assez légère. Malgré son gros gabarit, elle fait que 1770 kg grâce à l'utilisation d'aluminium. Il y a une batterie quand même qui est assez volumineuse qui fait 63 kWh. Le constructeur dit 400 km d'autonomie. Bon, dans la réalité, c'est plutôt 320 km, ça sera 400 km si vous faites de la route. Alors, dans les qualités énormes de la voiture, il y a le confort. C'est vraiment super confortable. C'est une voiture avec laquelle on est heureux de trouver des ralentisseurs dans les bleds. Elle avale les ralentisseurs. Elle avale les ralentisseurs, on les sent pratiquement pas. Et ça, c'est quand même comme les gros jeux de Jeep, la Wrangler, c'est pareil. Là, on peut la voiture contre Hidalgo. Et malgré ça, elle tient extrêmement bien la route grâce à la batterie qui est dans le sous-bassement. C'est aussi une des voitures, c'est la voiture la plus silencieuse que j'ai essayé depuis qu'on fait les essais. D'accord. 65 décibels à 110 km/h, c'est vraiment très bien. Au niveau de la charge, vous avez de la charge rapide jusqu'à 90 kW, ce qui vous permettra de faire le plein, 80% du plein en environ 35 minutes. Et le prix, parce que c'est ça ce que j'allais vous demander. Et le prix démarre à 39 300 € et hors bonus écologique. Avec le bonus écologique de 7 000 € pour le moment, ça fait 32 200 €. Et dans la version premium, c'est 42 400 €, ça fait 35 400 € bonus déduit. C'est 10 à 15 000 € moins cher que les concurrents. Et franchement, ça vaut le coup de se pencher dessus. C'est pas une mauvaise voiture du tout. Alors, si vous voulez aller voir l'essai, vous verrez la voiture, vous en saurez plus. Je rentre plus dans les détails. Il y a des petits défauts qu'on n'a pas évoqués, mais ça permet justement de le faire en 2 fois. But
Big Brother watching you in this car. C'est-à-dire que la voiture, elle vous espionne dans tous les sens. Fluently in English. Ah ouais, là, fini les petits rendez-vous amoureux qu'on avait quand on était jeune dans la voiture. Je ne sais pas si les caméras filment ça et que ça passe sur Internet. Non, moi, ça me plaît pas du tout que la voiture me dise mets ta main sur le volant, s'il te plaît. Enfin, non, c'est ne décrochez pas le téléphone. Non, mais ça, ok, mais je décroche pas. Mais tout est intégré maintenant. Merci beaucoup. On rappelle où est-ce que l'on peut découvrir votre essai en vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous n'hésitez pas pour nous rejoindre. Allez, dans quelques instants, on va revenir sur cette question qu'on vous posait au tout début de l'émission. Vous vous souvenez quand on vous disait qu'on avait peut-être trouvé pourquoi nous, les femmes, qui avons l'oreille sensible, une véritable sensibilité, on était a priori à une certaine époque de l'histoire de l'automobile attirée par les garçons qui avaient des grosses motorisations, des grosses cylindrées. On va peut-être avoir la réponse dans quelques instants. Celles qui ont du bruit, du son. Allez, on y va. Agréable. Et je vous rappelle que pour notre rendez-vous On parle auto, c'est votre rendez-vous. Vous avez l'ami Jean-Luc Moreau qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Questions pratiques, questions techniques, évidemment. Et puis, d'ici la fin de notre rendez-vous à 11h50, eh bien, nous vous aiderons à choisir votre futur véhicule, puisque quelle auto choisir fait partie de cette émission. Vous avez une envie, un budget, venez rencontrer Jean-Luc pour lui soutirer quelques bonnes idées de futures voitures à acheter. Entre plusieurs types de motorisation, parce qu'aujourd'hui c'est ça la principale question. Diesel ou diesel. Est-ce que je prends diesel, essence, hybride, électrique? C'est vrai qu'aujourd'hui on a un choix qu'on n'a jamais eu auparavant. Mais c'est vrai. Ça peut être aussi essence, éthanol aussi. Ouais, ça peut être ça, surtout qu'on va en parler dans quelques instants. Un boîtier à 1 euro, dites donc. Allez, c'est tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Waouh, alors ça c'était vraiment le meilleur teasing qu'on pouvait faire. On parle auto, on parle environnement, on parle boîtier seulement 1 euro. Ça c'est assez incroyable. Mais juste avant, on va parler de quelque chose qui me plaît beaucoup, Jean-Luc Moreau. C'est que peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on vous dit ça depuis le début de l'émission, alors on sourit un peu en disant peut-être qu'on a trouvé l'explication de les femmes à une certaine époque étaient attirées que par les hommes qui avaient des grosses cylindrées, entendez par là, des hommes qui avaient des belles voitures, des grosses voitures avec des beaux moteurs et des sons qui faisaient va-va-vroom. Eh ben en fait, il y aurait peut-être une explication. Alors j'ai été méchant avec vous, Laurence. Non, je vous n'avais pas le droit, mais ça va. Parce que cette semaine, il y avait une journée particulière. Qu'est-ce que vous allez me sortir ? 1er avril. Oui, poisson d'avril. Le 1er avril, il y a des poissons. Et en fait, ça part d'un poisson, l'idée. Génial. Ça part d'un poisson qui a été fait par automobilesportif.com et que je trouve excellent parce que un poisson d'avril réussi, il doit toujours y avoir une part de vérité. Moi, à l'époque, j'avais fait, quand j'étais sur Turbo, j'avais fait la télécommande à feu rouge, ça avait fait un carton. Le polish anti-radar, ça avait fait un carton parce qu'à chaque fois, on bâtissait l'histoire sur quelque chose de vrai au départ. Et là, ils ont fait un poisson que je trouve extraordinaire en disant, voilà, le son des voitures essence et des moteurs qui prennent des tours provoque dans le cerveau du bien-être. Exactement. Ça serait bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Ce qui expliquerait aussi pourquoi les femmes, on était attirées parce qu'on a des vraies belles oreilles. Et c'est faux, c'est un poisson d'avril. Alors, c'est faux, oui et non. C'est pour ça que je trouvais que c'était génial, parce que ça m'a rappelé une expérience que j'ai vécue au volant d'une voiture. Alors, c'est une voiture japonaise, c'est une Lexus. Elle s'appelle la LFA. Et cette voiture, elle avait la particularité. Alors, outre d'être une supercar qui était produite en très petite série et d'avoir un moteur qui était ultra puissant, qui faisait 560 chevaux, qui était fabriqué en titane, en aluminium, en magnésium. En termes d'ingénierie, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Elle avait un moteur dont l'admission et l'échappement avaient été accordés par Yamaha Instruments. C'est-à-dire que les ingénieurs motoristes ont dit à Yamaha, donc à des gens qui n'avaient rien à voir avec des motoristes, travaillez sur le son du moteur et faites-nous quelque chose de plaisant. Et je peux vous assurer que c'est un panard extraordinaire. D'ailleurs, le son, parce que vous l'assurez, c'est bien. L'écouter, c'est mieux. L'avantage à la radio, c'est que quand on a des oreilles, on peut entendre. Max ? Moi j'adore. Alors vous dites c'est un son de Formule 1, pas du tout. Pas du tout, c'est le son de cette Lexus. Ça c'est sur la route. Combien là, on a quoi là ? 560 chevaux, mais surtout ça prend 9000 tours. Et au départ, c'est effectivement un moteur dont l'architecture est dérivée des V10 de Formule 1 de l'époque. Et ce son
extraordinaire. Moi, il y a une seule voiture qui me faisait dresser plus les poils que ça. Exactement. Voilà. Mais donc, en fait, c'est pas complètement ridicule votre histoire d'études. Mais c'est pas du tout ridicule. L'étude comme quoi ça ferait du bien. Le son des moteurs essence serait bon pour la santé. Exactement. L'étude et les bidons. Par contre, le plaisir procuré par la sonorité d'un moteur. Alors, ce qui est surtout très agréable, c'est quand il y a un changement de timbre dans le bruit du moteur. Ce moteur V10 Lexus, quand on le démarre, on a un bruit rauque. Voilà. Et plus on monte dans les tours, plus on a un son de soprano. Et vous avez entendu comment ça chante. Et en fait, ça, c'est vrai que cette sensation... Et c'est ce qui manque aux voitures électriques. C'est pour ça que dans certaines voitures électriques, vous avez des générateurs de son qui sont là pour vous inventer un son à la place du bruit du moteur électrique. J'ai eu la chance d'essayer des Porsche, j'ai eu la chance d'essayer des Maserati, j'ai eu la chance d'adorer le son des Harley Davidson. Moi, je dis que c'est bon pour ma santé puisque ça me procure du plaisir d'entendre ces sons. Mais vraiment, je suis hyper sensible, moi, à ces gros moteurs comme ça. Donc oui, c'est quand même bon pour la santé. Oui, c'est bon pour la santé. Parce que ça déclenche l'hormone du bonheur. C'est vrai. Ça déclenche du plaisir. Moi, ce matin, je suis venu avec une voiture et dans le tunnel sous la Défense, je n'ai pas pu m'empêcher de rentrer 1 ou 2 vitesses pour entendre le moteur chanter. On en parle de cette voiture ? Si vous voulez. Une Ferrari de 328 GTS, oui. Une voiture ancienne, voilà, de 1987, mais qui a un bruit extraordinaire, parce qu'en plus, elle a un échappement en inox. Donc vive les gros moteurs thermiques avec plein de chevaux. Ça chante bien. Merci pour cette jolie poisson d'avril avec 3 jours de retard. Non. Ça partait du poisson d'avril. Oui. C'est pour ça que moi, j'avais repris sur ma page Facebook, parce que je trouvais ça très très bien. J'adore ce genre de blagues. Il y en avait une deuxième, c'était que Renault allait ressortir une Fuego, mais c'était un peu gros, ça. Ça, c'était trop gros, mais celle-là, elle était vraiment très bien, et bravo aux gens d'automobilesportif.com, parce que là, franchement, je vous invite à aller lire le papier qu'ils ont écrit sur ça, et c'est pas mal fait. Et puis pour être très honnête, vous m'avez eu, parce que quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit ça au téléphone, je fais mais je comprends mieux pourquoi j'adore. Et en fait, ceci étant dit, j'adore toujours. Mais il fallait pas que je le dise. Non, mais vous avez bien fait, mais vous êtes un coquin, vous serez puni, vous n'aurez pas de chocolat ce midi. Allez, plaisir. Après avoir parlé de ces beaux moteurs thermiques avec plein de chevaux qui nous font plaisir aux oreilles, on parle d'environnement. Tiens. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Le boîtier éthanol à 1 €, c'est possible ? Oui, ça a été relancé par la région Grand Est. On a, pour en parler avec nous, Nicolas Rialan. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour, vous êtes responsable du programme bioéthanol à la SFPB. What is it, CFPB? Confédération. Non, c'est la CGB. Confédération Générale des... Exactement. Et vous avez mis un F. J'ai mis un F, moi ? Oh là là, c'est moche. Ouais, ça fait 2. Moi maintenant je dis. Ouais, faut balancer. Je balance. Les betteraviers, donc, qui font de l'éthanol. Alors, Nicolas, c'est pas la première fois que la région Grand Est propose, on va dire une aide conséquente pour l'installation de boîtiers éthanol. On va préciser que les boîtiers éthanol, ça se monte sur des moteurs à essence. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de moteurs qui peuvent être équipés, parce que la réglementation a évolué également. Après 2000, non ? Oui, alors, mais la réglementation vient d'évoluer. Là, c'est au 1er avril, et là, c'est pas un poisson, c'est vrai. C'est tout à fait exact. Oui, je crois que vous en avez parlé dans une émission. On en avait parlé dans une émission précédente, mais ça y est, c'est effectif depuis le 1er avril. C'est effectif depuis le 1er avril, et désormais, ce sont plus de 10 millions de véhicules essence roulant en France qui peuvent être concernés par la pose d'un boîtier qui sont compatibles. D'accord. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle. Et là, la région Grand Est, c'est aussi depuis le 1er avril qui propose le boîtier à 1 €. Alors dites-nous en plus, c'est pas un poisson, on va le répéter, celui-là, c'est pas un poisson. Alors, ni l'arrêté, ni l'opération boîtier à 1 € de la région Grand Est ne sont des poissons d'avril, en effet. Le principe, il est extrêmement simple, c'est d'accompagner les particuliers qui le souhaitent pour faire poser un boîtier par un installateur agréé sur leur véhicule essence. Et la région prend en charge l'intégralité à 1 € près du coût d'installation de ce boîtier. Wow. Sachant dans la limite de 900 €, on est d'accord. Donc tout à fait, si vous avez un boîtier sur un... On va reparler d'une Ferrari, même si on ne peut pas l'équiper, vous aurez un boîtier qui coûtera beaucoup plus cher, et là, malheureusement, vous serez de votre poche. Mais c'est quoi la moyenne, pour être honnête, la moyenne d'installation, on va dire, pour le tout venant? Sur des voitures classiques, on est à 500, 700. Vous serez entre 500 et 900, donc à chaque fois, ça match. Ok. Ouais, pour être tout à fait honnête, je pense qu'on est plutôt à 700 ou 800 quand même sur les petites cylindrées. Le prix moyen, nous, on considère que c'est 1 000 € pour un boîtier, tout compris. Le boîtier, la pose et la garantie qui va avec.
D'accord. Très bien. Est-ce que c'est limité dans le temps ou par le nombre de véhicules qui vont être équipés ? C'est limité par le nombre de véhicules puisque l'opération va porter sur 1000 boîtiers. Donc c'est Donc, les c'est quand 1000 même- premiers arrivés, ils ont droit à un boîtier à 1 euro. Mais pourquoi on fait que 1000 du coup, enfin, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les choses complètement? C'est bien déjà, c'est bien déjà. La région a un budget à tenir, je pense, et donc ce qui a été voté par la région, c'est un budget de 900 000 euros qui est déjà assez conséquent. Et donc ça fait 900 euros pour 1000 boîtiers. Voilà. D'accord, mais bon, alors il n'y a pas que la région Grand Est qui propose des aides pour l'installation des boîtiers. Il y a également la région Hauts-de-France. Et puis Sud PACA. Et Provence-Alpes-Côte d'Azur, effectivement, ces deux régions avec Grand Est, on fait partie des régions pionnières pour accompagner cette transition écologique et énergétique. Il est vrai que la région Grand Est propose le dispositif le plus généreux. La contrepartie, évidemment, c'est que c'est limité en nombre. En revanche, pour Région de France, on a une aide de 400 euros, plafonnée à 400 euros pour l'installation d'un boîtier. Et pour la région Sud PACA, c'est 250 euros par boîtier. Ce qui est déjà bien, parce que de toute façon, après, on se fait. Oui, puis après, on fait vraiment une vraie économie quand on va à la station-service. On va accueillir Sébastien, lui, qui nous appelle de Nancy pour une question d'ailleurs à ce sujet. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Dame Laurence, bonjour Jean-Luc. On vous écoute. En fait, moi j'ai une Volkswagen Golf de 2004 et j'aurais voulu savoir s'il était possible de mettre un boîtier dessus. Avec quoi comme moteur ? Un 1,6 litre 102 chevaux. Ouais, alors c'est un moteur c'est pas un monstre, mais c'est un moteur qui est à la fois hyper fiable, qui est un moteur à injection indirecte, donc qui s'adapte extrêmement bien à l'éthanol. Il y a aujourd'hui 5 sociétés qui proposent des kits éthanol qui sont homologués, je vais préciser, parce qu'on peut trouver sur Internet tout et n'importe quoi. Il faut absolument installer un kit homologué, sinon si vous avez une panne, c'est pour vos pieds. Alors à titre d'exemple, pour votre cas perso, un boîtier Biomotors, c'est le numéro 1 en installateur, ça coûte avec l'installation et l'assurance 899 euros. Donc si si vous dépêchez, vous êtes à Nancy, donc ça va vous coûter 1 euro. Mais alors, du coup, que ce soit pour Sébastien ou pour les 1000 qui vont être élus sur la région Grand Est à pouvoir profiter de cela, on va chez son garagiste classique ou on est obligé de trouver? Alors, il y a 179 installateurs, je crois, agréés dans la région Grand Est qui peuvent installer ces boîtiers. Donc, il faut trouver la liste. Enfin, le mieux, c'est que vous appelez le fabricant du boîtier et puis vous lui demandez s'il y a un installateur agréé qui est à proximité de chez vous et vous allez à proximité de chez vous. Bon, mais par contre, il faut se dépêcher. Faut se dépêcher. Sébastien, est-ce que vous allez le faire, vous, sur votre voiture? Oui. Je suis très, très, très intéressé, mais j'avais juste une question supplémentaire pour Jean-Luc. Ma voiture étant pas un modèle jeune, puisqu'elle est de 2004, est-ce que ce boîtier que je vais installer là, 118 000. 118 000, bon ça va. Il faudra juste penser à changer le filtre à essence, mais je pense que l'installateur vous le dira. Voilà. Et votre autre question, c'était quoi? C'était est-ce que vous pourrez changer le boîtier après? Non. Il est programmé pour votre véhicule, le boîtier. C'est pas reprogrammable pour un autre véhicule? Alors ça, j'en sais rien. Il faudra poser la question au fabricant. Mais Bon, si vous voulez changer de voiture dans un an, c'est peut-être pas le moment de le faire, du coup. Ah oui, mais c'est bien d'en profiter pour 1 euro. Ah oui. Vous la revendez avec le boîtier. Celui qui la rachètera en plus ne paiera pas la carte grise puisque ça sera un véhicule vous avez éthanol. Donc vous faites une bonne affaire. Vous êtes fort. Vous récupérerez les 1 euro, vous les récupérerez lors de la vente, il n'y a pas de problème. Bon voilà Sébastien, merci beaucoup et merci aussi à Nicolas Rialan, responsable du programme bioéthanol, de nous avoir amené toutes ces infos. On vous souhaite un bon week-end Pascal, les garçons. Ah oui, on repart avec la Lexus. Ah, j'adore. Allez, dans quelques ça marcherait instants, bien l'éthanol, la Lexus en plus. C'est vrai ? Ouais. Dans quelques instants, on va parler pneus. Avec une question que l'on pose, confinement numéro 3, déplacement normalement à pas plus de 10 km, voire un peu plus pour des raisons professionnelles. Mais est-ce que nos pneus vont aimer rouler si peu et si pas longtemps? On en parle avec vous et en détail avec notre invité Dominique Stemfel, président du syndicat des professionnels du pneu. Et à suivre, votre question à Jean-Luc, quelle voiture choisir? Et on continue bien évidemment votre compagnie. Alors vous savez qu'on parle auto, c'est tous les samedis, 11h midi, que vous pouvez poser toutes vos questions techniques, pratiques, ou quelle voiture choisir à notre pilote Jean-Luc Moreau. Et n'hésitez pas, vous vous inscrivez dès maintenant au 0826 300 300. Merci à tous ceux qui sont avec nous également sur la page Facebook de Sud Radio. Je vous propose de rester en notre compagnie parce qu'à partir de midi, dans l'émission Ça roule, en compagnie de Pierre Chasseret, nous allons évoquer ces conséquences
concessions autoroutières qui sont de plus en plus à des sociétés privées et elles se multiplient. On en parlera avec Nicolas Dupont-Aignan qui est président de Debout la France. Mais pour l'instant, parlons pneus, parlons bien. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et avec Dominique Stemfel, qui est président du syndicat des professionnels du pneu, une question bizarre que vous êtes posée ce matin. Mais une question pas si bête en ce moment. Rouler dans un rayon de 10 km, ça change quoi pour vos pneus? Est-ce que c'est mieux que de faire des grandes distances ou des petites distances? Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon alors ça change quoi Dominique? Alors c'est clair que de faire des longues distances à haute vitesse sur autoroute, c'est un facteur aggravant. Mais il y a tellement d'autres facteurs qui contribuent à l'usure d'un pneu que c'est difficile de répondre à cette question en quelques mots. Puisque, oui. Alors en gros, si je fais 10 km en ville, près de chez moi, avec des démarrages, des arrêts, etc., je vais user beaucoup mes pneus. S'il y a plein de ronds-points, je vais user beaucoup mes pneus, on est d'accord ? Alors, interviennent effectivement le type de route avec des virages et des ronds-points, le type de revêtement, puisque certains revêtements sont très abrasifs, en particulier sur les routes secondaires, donc ça c'est autour de chez soi. Il y a également la charge, et puis, comme vous le disiez, il y a le conducteur et son comportement qui ont une influence très importante. Par exemple, Laurence qui démarre en faisant des burns à chaque fois, elle use un peu plus ses pneumatiques. Avec ma voiture, je fais des roues arrière aussi. Voilà, mais même si elle fait que 10 km, elle va user beaucoup plus ses pneus. Absolument. En moto. Voilà. Tout à fait. Et puis ça dépend aussi des pneus, puisqu'en fait il y a des pneus qui sont plus endurants que d'autres. Alors c'est un peu comme le fût du canon, combien de temps il met à refroidir? Ça dépend, c'est ça la réponse. Oui. Non mais globalement c'est des petits trajets, on use plus les pneus qu'à faire des grands trajets. On va dire, conducteur équivalent, même type de route. Est-ce que il y a plus de démarrage, donc je serais tenté, et de freinage, donc je serais tenté de dire qu'on va user plus. On ne parle pas de l'autoroute à 130. On va user plus en fonction effectivement des démarrages et des freinages réguliers qu'on peut effectuer sur son véhicule. Ça c'est clair. Mais je répète, il y a aussi le type de pneumatique, puisqu'en fait il y a des pneumatiques qui sont plus endurants que d'autres. Oui, on sait qu'il y a une marque française là, qu'on ne va pas citer, mais ils ont longtemps capitalisé sur ça. En fait, de dire voilà, on a des pneus qui sont plus durables que les autres, on fait plus de kilomètres. C'est vrai d'ailleurs, tiens ça. Alors, c'est vrai. Bon, maintenant, cette marque est challengée par d'autres marques, puisque c'est un élément important dans l'argument des manufacturiers. Et puis, dans les mois qui viennent, il va y avoir une indication sur l'étiquette qui figure sur les pneus et dans laquelle sera intégrée l'usure des pneumatiques. Donc ça, c'est un argument, une information qui sera donnée très clairement aux consommateurs. Bon, on va avoir l'occasion d'en reparler, Dominique, puisque le nouvel étiquetage, là, il arrive au mois d'avril, donc il arrive maintenant, en fait. Oui, au mois de mai, il arrive au mois de mai. Bon, et puis, un dernier élément qui est important, quel que soit le trajet qu'on fait, c'est la pression de gonflage, puisque une bonne pression contribue à la longévité des pneus, et ça, il faut y penser, qu'on fasse des longs trajets ou des trajets autour de tous les mois. On vérifie à peu près tous les mois ces pneus. Je vais mettre la pression à Laurence, alors. Ah, joli. Non, mais c'est ça, il faut vérifier tous les mois quand même. On fait un peu sa pression des pneus tous les mois. C'est ça en gros. Il faut le faire très régulièrement. Alors tous les 2 mois, c'est déjà bien. Ouais, d'accord. Selon ce qu'on roule en fait. Absolument. Merci beaucoup. Merci Dominique. Merci. Merci beaucoup Dominique Stemfel, qui est notre invité président du syndicat des professionnels du pneu. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Nous avons beaucoup de questions sur Facebook, mais juste avant, et j'espère qu'on va garder une petite minute pour répondre à une ou deux questions, puisque beaucoup d'entre vous nous rejoignent sur Facebook et posent des questions directement sur la page Sud Radio de Facebook où vous nous retrouvez. On va tout de suite accueillir Jérôme pour quelle auto choisir. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Voilà, bonjour Jérôme. Salut Jérôme. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et Jérôme, il veut faire un cadeau à sa femme, c'est ça? Oh, comme c'est beau. C'est joli. Vous habitez où Jérôme? Et j'habite dans le Doubs, j'habite à côté de la frontière suisse. C'est bien ça. Alors on vous écoute. Voilà. Alors voilà, ma femme donc elle veut changer de voiture et puis elle a flashé sur la Giulietta. Et puis je voulais demander déjà à Jean-Luc si c'était une bonne voiture, si elle avait une bonne tenue de route sur la neige. Et puis comme autre question, j'hésite entre le moteur 150 chevaux diesel et puis 150 chevaux essence.
Ah oui, ça fait plein de questions en fait. C'est pas mal de questions. Ouais. Alors sur la Giulietta, d'abord moi j'adore la ligne de cette voiture. Moi franchement, aussi. voilà, de ce côté-là. C'est votre côté féminin en fait. Vous choisissez aussi la ligne de la voiture. Non, parce qu'elle est, elle est très belle. Elle a un caractère à part, voilà, qui rappelle les anciennes Alfa, et je suis un grand fan des anciennes Alfa. Donc en plus, comme vous êtes dans une région où on peut se faire plaisir au volant avec des virages, des montées, des descentes, vous avez des trains roulants qui sont rigoureux. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez même un système qui s'appelle le DNA, qui permet de sélectionner divers modes de conduite qui vous permettront, quand vous avez envie de faire plaisir, d'avoir une voiture qui est un peu plus réactive. C'est une voiture qui est, malgré ça, très confortable et puis qui est bien équipée dans certaines versions un peu haut de gamme, qui est pas mal équipée. Bon, alors après, si c'est pour votre femme, je ne sais pas si elle va transporter du monde à l'arrière, parce que vous avez des places arrière qui sont un peu étriquées quand même. D'accord, non, il y aura peu de monde à l'arrière. Ouais. Et puis il y a un deuxième problème, c'est l'insonorisation des diesels. Ils sont un peu bruyants, les diesels sur cette voiture. Elle fait combien de kilomètres par an, votre femme ? 25 000. Ah ouais, donc kilomètres. Elle pourrait 25 000 de quoi ? De route, d'autoroute Ouais, c'est de la petite route. C'est de la petite route de montagne. Ouais. Petite route de montagne, vous avez peut-être plus intérêt à prendre un diesel dans ce cas-là. En termes d'économie de carburant, ça sera plus intéressant. Je vous dis, le seul hic, c'est peut-être l'insonorisation des diesels. Sur ce modèle-là. Alors vous avez deux choix, vous avez un 150 ou un 175 chevaux, vous les aurez à peu près au même prix en occasion, donc ça vaut peut-être le coup de la conso est la même. Conso est la même sur les deux. D'accord. Donc tant qu'à faire. C'est-à-dire que ma femme, elle aime pas les boîtes automatiques sur la neige. Ça lui... Elle préfère vous roulez beaucoup sur la neige, oui, oui, vous me direz dans le Doubs, c'est vrai. Ouais, on fait quelques kilomètres. Et pourquoi elle les aime pas ? Pourquoi elle aime pas la boîte auto sur la neige ? Elle trouve que c'est pas assez réactif. Mais elle peut se mettre en. C'est la difficulté du frein moteur. On utilise pas mal la mais oui, mais elle peut se mettre en manuel, hein. Ça dépend des voitures. Elles sont moins le. Moi, j'ai une boîte automatique sur ma voiture. Et elle la prend pas l'hiver. D'accord, en 150 chevaux, ça sera bien parce que la 175 est disponible en boîte automatique. C'est pour ça que. Super. C'est pour ça que Jérôme. Mais déjà, c'est un moteur. Franchement, c'est bien. Hein. Bon, Jérôme, vous avez vos infos ? Ouais. Une petite question supplémentaire. Alors, très rapidement, parce qu'on a beaucoup de monde qui veut poser des questions, Jérôme. Beaucoup. Allez-y. 120 chevaux essence, si c'est un bon moteur aussi, s'il y a une grosse différence avec le 150 chevaux. Alors il vaut mieux le multi-air 1,4 litre, franchement. D'accord. Voilà. Là, vous m'avez perdu. Le multi-air 1,4 litre. Ouais, le moteur essence multi-air 1,4 litre, 150 chevaux. Voilà. Super. Il est bien mieux que le 120 chevaux. Donc là, il n'y a pas photo. Il faut prendre le 150. Super. Merci Jérôme. Beaucoup. Gros et Merci bon Jérôme, week-end de au revoir. Au revoir. Dans le Doubs, merci Jérôme. Alors on a plein de questions aujourd'hui sur Facebook, on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde. Ce qu'on va faire, mon Jean-Luc, c'est qu'après l'émission, on va tout noter et qu'on va essayer d'y répondre. Tout noter. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Alors il y a une dame qui dit mon bouton SOS sur ma 3008 ne marche pas. Que faire ? Et comment elle s'est rendue compte qu'il ne marchait pas son bouton SOS ? Parce que le bouton SOS, normalement, on appuie dessus que quand vraiment on est en grande difficulté. Alors c'est très étonnant. C'est un truc qu'on teste jamais. C'est vrai. Donc le mieux c'est quoi ? C'est qu'elle aille directement voir son concessionnaire, pour savoir, il doit, je pense, y avoir un problème de connectique, ou alors elle a testé son bouton SOS à un endroit où il n'y avait pas parce que ça passe quand même par le réseau téléphonique, donc où il n'y avait pas du tout de réseau, elle a appuyé. Il y a encore malheureusement des zones blanches en France, et si vous appuyez sur ce bouton SOS dans une zone blanche, ça marche pas. S'il n'y a pas de téléphone, ça marche pas. C'est paraît logique. Autre question de Chris également sur la page Facebook. Est-il possible de retirer la cloison qui sépare le poste de conduite de la partie chargement d'un véhicule utilitaire ? Oui, vous avez le droit de retirer, mais par contre, ça reste un véhicule utilitaire, donc vous n'avez pas le droit de transporter des gens à l'arrière. Des chiens si vous voulez, mais pas des gens. Des lapins, des poules, puisque c'est Pâques. Oui, voilà. Par exemple. Lapin, poule pour Pâques. Bon, malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde, mais on va faire le point de tout ce qui s'est passé sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes nombreux à avoir posé pas mal de petites questions, puis nous avoir dit bonjour, etc. Donc on vous embrasse. Et puis on essaiera de faire un petit tri, puis de répondre comme ça de temps en temps à ces questions dites spontanées pendant notre rendez-vous. Bon, Jean-Luc, on vous dit à samedi prochain ? Avec plaisir, Madame Laurence. Avec désir. On parlera de rétrofit, la semaine prochaine. Mais je connais bien. Voilà. On les connaît bien.
sur Sud Radio. Oui, on en parle souvent de rétrofit. Allez, à samedi prochain. Quant à nous, prochain rendez-vous, c'est maintenant avec Ça roule juste après l'info. Et on parle de ces concessions autoroutières qui sont données à des sociétés. Ça se multiplie. On en parle avec Nicolas Dupont-Aignan. Et vous, bien sûr, au 0826 300 300, évidemment en compagnie de Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes.